Dialogue national au Tchad, quels enjeux pour le pays mais aussi pour la région? C'est la grande question que l'on se pose ce soir. Il faut bien noter qu'au Tchad, donc, c'est le 20 août que doit se tenir le dialogue national inclusif annoncé depuis plus d'un an. Objectif, la fin des guerres à répétition et la tenue d'élections libres. Hier jeudi, deux importants chefs rebelles, à savoir Mohamed Nouri et Timan Erdimi, sont rentrés en N'Djamena afin de participer à ce dialogue. Mais demain, il y aura encore des absents de marque, il faut bien le dire. Le fait, la coalition Wakitama et les transformateurs, car plusieurs opposants soupçonnent le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno de vouloir rester au pouvoir. Eh bien, quels sont selon vous les grands enjeux de ce dialogue pour le Tchad et pour toute la région? On s'interroge et on va donner des éléments de réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média, vous nous suivez sur les satellites Eutelsat et Amos. Et naturellement, vous nous suivez également sur toutes les plateformes de diffusion en live streaming, Facebook, YouTube, pour ne citer que ceux-là. Donc on télécharge l'application de Foyo, pendant que d'autres tout simplement nous suivent sur la 96.3 FM, ceux qui sont à Douala et ses environs. Merci de nous honorer de votre fidélité. On parle du Tchad ce soir et on en parle avec Jonathan Batengeni, notre consultant permanent. Bonsoir Joe. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à notre éminent copanéliste, bonsoir à tous les panafricanistes et inconditionnels de ce programme, les véritables héros qui font de ce dernier un programme culte des émissions panafricaines. Bonsoir à tous les techniciens qui sont à pied d'œuvre pour que nous ayons cette qualité impeccable de retransmission, que ce soit l'audiovisuel. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci en tout cas de nous honorer, comme toujours, de votre présence, mon cher consultant permanent. Vous avez parlé de notre invité. Il a plusieurs casquettes, homme de Dieu, homme d'église, comme on le dit, mais aussi et surtout journaliste et directeur de publication de la Dépêche de Midi. Vous l'avez deviné, il s'agit d'André Christelle Fanga qui est avec nous. Bonsoir André Christelle Fanga. Bonsoir Bachir Ladal, merci de m'avoir convié à ce festin africain. Merci Jonathan pour ces propos aimables. Merci aux téléspectateurs de cette chaîne. Au personnel, à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions être vus, les techniciens, et surtout le promoteur et tous ceux qui l'accompagnent dans cette œuvre titanesque. Bonsoir aux Africains, nous sommes toujours très engagés quand il faut défendre les couleurs de notre continent. Les couleurs de notre continent qui ne doivent plus être seulement les couleurs de la pauvreté, les couleurs de la misère, les couleurs de, je ne sais pas quoi, de la maladie, des choses bizarres, mais d'une couleur chatoyante, gaie, où les gens sont heureux de vivre dans un continent. Parce qu'on nous a longtemps fait croire que l'Afrique, il ne fait pas beau vivre en Afrique. Mais pourquoi tous veulent venir en Afrique? Pourquoi tous veulent avoir l'Afrique? Pourquoi tous veulent faire les affaires avec les Africains? Donc, nous voulons dire aux Africains, soyez prêts, notre heure est arrivée. Les fausses informations données souvent sur nos terres, sur notre continent, nous allons davantage construire une vraie idée de l'Afrique, une vraie image de l'Afrique, et nous le faisons déjà très bien. Nous l'avons commencé, ce travail depuis longtemps, et nous allons continuer. Inch'Allah. Merci en tout cas, très cher André Christelle Fanga. J'imagine que la Dépêche de Midi se porte très bien.
Oui, vous savez que la presse, surtout papier, a trop de difficultés maintenant aujourd'hui. Aller à l'imprimerie est devenu très difficile. Pourquoi? Parce que la plupart des journaux ne se vendent plus. Les plateformes numériques sont devenues plus vues et plus concurrence la presse écrite aujourd'hui. Donc nous savons que nous aussi on devait penser aussi à cette mutation là, nous les directeurs de publication, on devait penser à cette mutation là, qu'aujourd'hui la presse papier n'est plus véritablement très sollicitée. On devait penser à une mutation parce que c'est le numérique maintenant aussi qui prend de l'ampleur. Donc il faut penser à cela. Donc nous essayons de nous battre aussi pour essayer de maintenir le cap, parce qu'il y a des inconditionnels qui restent sur le papier, qui veulent avoir le papier toujours entre leurs mains, parce que vous savez... Non pas parce qu'ils sont de la vieille école, hein, non, mais parce qu'ils se sentent à l'aise comme ça. Bien sûr, voilà. Vous savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et un papier journal est d'une importance capitale, parce que même des millions d'années après, on peut retrouver le papier. Ça, c'est vrai. Merci, si c'est bien conservé. De toutes les façons, c'est une démarche qui se fait également chez nous avec Politics. Vous savez, nous sommes tout un groupe de médias. Politics, Eureka, Foyo Radio, Foyo Télévision et bien sûr notre très belle régie publicitaire de ton super. Communiquez-moi aussi la grâce. Allez, recevez donc toutes ces bénédictions. Merci très cher André-Christelle Panga. Eh bien, messieurs, je voudrais qu'on plante le décor avec un élément que nous propose notre cher rédacteur en chef. Il s'agit de Nguéné. On va écouter ça et on revient juste après. L'espoir persiste pour bon nombre de Tchadiens de voir le pays organiser des élections libres et démocratiques. Après plusieurs reports, le forum de réconciliation va démarrer le 20 août 2022 en Djamena. Premier signe concret de cette marche vers le dialogue, Timan Erdibi, chef rebelle de l'UFR, l'Union des forces de la résistance, qui est rentré ce jeudi 18 août 2022 en Djamena. Il s'agit du neveu de l'ancien président Idriss Déby Itno, qui était à la tête des colonnes rebelles qui fondaient sur la capitale en 2019 et qui avait été stoppé par les bombes des Mirages 2000 largués par l'armée française. Timan Erdibi est de retour après 17 ans d'exil. Le chef de l'UFR est signataire de l'accord de Doha au Qatar. Après son offensive ratée, la justice tchadienne l'avait condamné par contumace à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Selon un décret signé le mercredi 18 août 2022, le dialogue national inclusif sera souverain et ses résolutions seront exécutoires. À son arrivée à la tête du pays, Mahamad Idriss Déby Itno, le président du Conseil militaire de transition, avait promis d'organiser une rencontre entre l'opposition et l'armée pour permettre le transfert du pouvoir aux civils et les élections. Le dialogue, qui s'ouvrira samedi, doit déboucher sur des élections libres et démocratiques, ont promis les autorités tchadiennes. Une quarantaine de groupes rebelles, dont certains ont mené des offensives jusqu'à porte du palais présidentiel, participeront également à l'événement après avoir signé le 8 août 2022, au terme de 5 mois de négociations parfois houleuses, un accord de paix avec les militaires à Doha. Merci donc à Nguéné et à l'ensemble de la rédaction pour cet élément qui nous a été proposé pour planter le décor. Alors, Jonathan Batenguéné, enfin, va-t-on dire, le dialogue va s'éteindre après plusieurs reports, après plusieurs tracasseries, il faut bien le dire. Hein. Doha, ça n'a pas été facile. 4, voire 5, 6 mois pratiquement de négociations du côté de Doha au Qatar. Et finalement, demain samedi, ça va se tenir. Oui, un dialogue en demi-teinte, il faut quand même le reconnaître. Un dialogue sous fond de boycott. Boycott des acteurs majeurs. On a les démocrates, on a les transformateurs de Success Masra, on a le FACT. En gros, les key players, comme on dit en anglais, ne seront pas de la partie. Parce qu'en fait, le président Mahamad Idriss Déby tient à ce dialogue pour donner, du point de vue symbolique, à sa présidence une sorte de légitimité. Nous avons toujours plaidé la cause suivant laquelle il s'agit pour ceux qui sont les stratèges en la matière, c'est-à-dire les stratèges de l'OTAN, de servir à l'Afrique des sortes de réconciliation nationale sous fond de compromission.
Le président Mahamat, certainement, a été très dur sur certains points. Il a refusé de pactiser avec le FACT, qui est en fait une faction rebelle et un mouvement qui devrait être inscrit parmi les mouvements terroristes. Et donc, on se tenait de ce que ce mouvement venait à être invité pour des négociations de paix, alors que c'est ce mouvement qui est responsable de la mort du prédécesseur. Peut-être parce que le président Mahamat Idriss Déby souhaiterait donner à l'opinion publique internationale l'image du mandélisme, c'est-à-dire celui qui pardonne à ceux qui lui en ont voulu à mort. Mais est-ce qu'au vu quand même de cette démarche qu'il a adoptée, est-ce que ça ne reflète pas la volonté de mettre tout, faire table rase et de reprendre un nouveau souffle pour le pays? Pour nous, ça s'apparente à de la compromission. Ça n'a rien à voir avec le tabou. Alors, quand vous dites compromission, avec qui? Qu'est-ce qu'il aurait offert? La compromission, ça aurait été de donner aux Qataris qui ont actionné le FACT ce qui était leur revendication primaire. Donc, les Qataris ont bien des intérêts qu'ils ont dû déjà déclarer au président Idriss Déby Mahamat. Ils ont déjà dû lui déclarer qu'est-ce qu'ils attendent véritablement de lui en l'attirant dans la tanière du FACT, c'est-à-dire à Doha. Ils savaient effectivement ce que eux ils voulaient obtenir. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'aucune communication n'a filtré sur les véritables demandes du FACT. Oui. On a toujours supputé sur un ensemble de revendications. Ils disaient que leurs propositions n'étaient pas prises au sérieux, que les points à l'agenda avaient été imposés par le gouvernement de Mais je crois que le plus important de tout ça a été ils réclamaient la libération de leurs éléments arrêtés par les forces loyalistes. La libération ne peut pas intervenir en amont du processus. C'est justement les éléments de discussion d'un processus de paix. Lorsqu'il y a une négociation, la question de l'armistice des soldats ou bien de la grâce des prisonniers se discute pendant le dialogue. C'est ça le contenu du dialogue. Mais pour ce qui était, c'était un accord préalable, c'est-à-dire un accord de principe, de participation. Ces groupes s'engageaient à participer au dialogue. Alors, comment est-ce qu'ils pouvaient présager de ce que serait le contenu du dialogue alors qu'eux-mêmes ne sont pas déjà d'accord à participer à ce dialogue? C'était en fait une raison avancée c'était une raison fallacieuse pour simplement botter en touche l'invitation du gouvernement tchadien. Parce que derrière, il y avait quand même une certaine posture de fermeté. Le gouvernement tchadien... C'est-à-dire que le FACT, par exemple, n'a pas la volonté d'aller vers ces dialogues. Ça veut dire que la situation actuelle de tension arrangerait-elle le FACT? Le FACT, ça l'arrange. Ça lui a permis de gagner du temps. C'était quand même une rébellion qui était en débandade. Après la mort du président maréchal Idriss Déby, à qui nous rendons encore un vibrant hommage, le grand panafricaniste, il fallait se reconstituer une base. Il fallait gagner du temps. Et cette prétendues négociations leur ont donné le temps de se réorganiser, que ce soit politiquement, de se réorganiser également militairement, mais ils ont quand même gagné quelque chose. Ils ont gagné en légitimité. Au niveau international, on n'a jamais autant parlé du FACT que pendant cette période de négociation. Et le FACT s'est remis dans la course comme un véritable challenger de l'État tchadien. Il n'est pas exclu que même au terme de ce processus qu'ils ont déjà boycotté, le FACT revient avec plus d'hommes et mieux armés pour attaquer le gouvernement tchadien. Pour nous, nous estimons que ça a été peut-être une erreur de calcul du président Idriss Mahamat. Peut-être que pour lui aussi, ça lui a permis de gagner du temps et de mieux se réorganiser. Mais c'est une stratégie qui finalement s'avère se retourner contre le gouvernement. Il y a les transformateurs de Success Masra qui ont également gagné en légitimité. Donc ici, dans cette stratégie, le gouvernement tchadien, l'État tchadien a beaucoup perdu, a laissé des plumes, plus que lorsque le président Idriss Déby mourait. Parce que quand il décédait, il laissait un État qui avait déjà des bases solides, qui avait un ensemble de piliers sur lesquels le président aurait pu s'appuyer. C'est une stratégie que le jeune président du Tchad a décidé de choisir pour peut-être des raisons qui lui sont propres ou bien en fonction en tout cas, le cours du dialogue me permettra d'avoir une grande lisibilité là-dessus. André-Christelle Fanga, après la guerre, il faut bien un temps de dialogue pour aboutir à la paix. Alors oui, je pense que c'est très bien pensé. Très bien pensé. Et il faut
toujours dire que ce n'est que dans la jungle que les gens ne s'asseyent jamais. Oui. Ce n'est que à la jungle que les gens ne s'asseyent jamais. Mais sur la terre des humains, où il y a des êtres vivants, on doit s'asseoir pour toujours dialoguer. Peu importe la situation qui est au-devant de nous, nous devons nous asseoir et dialoguer. Et je pense que le jeune président, Idriss Mahamat, a su s'en prendre. Parce que, vous savez, c'est quand on pense que c'est la rébellion qui prend du poids. Oui. On oublie aussi que le gouvernement aussi a sa stratégie. Parce que il n'est pas seulement, ce n'est pas lui seul qui est devant. Il a tout un conseil. Il a le conseil des ministres, il a les généraux, il a l'État, en fait, la machine de l'État en avance. Parce que les gens pensent souvent que la rébellion, ça veut dire que si vous êtes rebelle et que vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir, ça veut dire que vous n'avez pas assez de moyens. Ça veut dire que l'État vous a toujours botté en touche. Donc, si aujourd'hui, ce dialogue est la bienvenue, et ça, tout État qui commence par le dialogue est un État qui veut la paix. Oui. Et je pense que c'est dans cette logique-là et dans cette trajectoire-là que le jeune président prend la responsabilité d'organiser la paix pour les Tchadiens. Et je crois que c'est une opportunité pour les Tchadiens de saisir cette perche-là, de s'asseoir et de discuter des vrais problèmes de l'État tchadien. Oui. Des vrais problèmes, parce que les armes n'ont jamais résolu aucun problème. Nous pouvons prendre un exemple pour un pays le plus proche encore du Tchad, qui est la RCA. Oui. Le président Faustin Archange Touadéra a organisé le dialogue. Oui. Les accords de Khartoum et tout le reste là. Donc, vous voyez ce que ça a produit comme résultat, une élection avec une stabilité, avec une possibilité de négociation de contrats avec des bailleurs de fonds étrangers. Surtout pour la sécurisation du pays. Et aujourd'hui, on se rend compte que la RCA a récupéré presque 90% de son territoire. Et il y a déjà la paix en Centrafrique. Donc, vous voyez les effets du dialogue. Les effets du dialogue, peu importe les réticents. Parce que la vérité, c'est que les soi-disant facts n'étaient pas organisés. N'était pas un mouvement rebelle véritable. C'est quelque chose qui est né de manière spontanée, où on a pris quelques prisonniers en Libye. Vous avez vu, vous avez les images. Pardon. On a habillé et on a fait faire des rebelles. Et quelques personnalités se sont autoproclamées leaders de ce mouvement. Alors, par rapport à peut-être Success Marzal, qui est d'abord un homme politique bien connu, vous voyez un peu, qui aujourd'hui, bon, il sait pourquoi il ne répond pas présent au dialogue, mais nous savons que le dialogue proposé par le maréchal, le jeune général, le président Mahamat, est la bienvenue parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes des Tchadiens. Ça va résoudre au moins à 60 à 70% des problèmes des Tchadiens. Le reste, maintenant, ça sera dans les résolutions. Alors, ça veut dire que c'est l'occasion de parler sans tabou, se dire des vérités en face et aboutir à ce que les uns et les autres voudraient, peut-être des compromis. Ça va se faire, ça. C'est inévitable. Si on est déjà arrivé à proclamer le grand dialogue national qui va se tenir demain, vous voyez un peu, et que des gens qui étaient condamnés déjà, vous voyez un peu, vous savez qu'il y a des gens qui ont été condamnés. Tout à fait, on parle de Erdimi, on parle de Nouri, tous les deux par exemple, c'est des leaders qui étaient condamnés par contumace. Donc, ils ne devaient même plus mettre pied au Tchad. C'est déjà une très grande victoire. Vous pouvez remarquer bien que ces gens représentent une bonne frange d'une bonne population, n'est-ce pas? Alors, même s'ils sont une centaine de... vous voyez un peu, ça résout déjà un très grand problème parce que derrière ces 100 personnes, il y a, mettez encore au moins 200, 300, 500 personnes derrière. Donc, vous voyez que ça résout un très grand problème au Tchad. Donc, aujourd'hui, ce dialogue est déjà sur la forme. C'est déjà une réussite maintenant, avant d'aller au fond maintenant, parce que le fond, c'est les débats. Les débats, les compromissions, en fait, ce qu'on va poser sur la table, qu'est-ce qu'on fait? Parce que aujourd'hui, si le jeune président de transition aujourd'hui a mis ce dialogue, c'est parce que justement aussi, il a aussi une idée dans la tête. On ne va pas commencer à sonder sur l'idée qu'il a dans la tête aujourd'hui. Oui, alors, si on ne sonde pas, on sait quand même ce que les uns et les autres disent, du moins en ce qui concerne le camp adverse.
on pense que c'est un dialogue qu'il initie donc parce qu'il veut s'accaparer du pouvoir. Ça, c'est justement ce que reproche une partie de l'opposition, notamment celle qui ne veut pas aller à ce dialogue. S'accaparer du pouvoir, c'est autre chose. Vous voyez un peu. Mais permettre que les Tchadiens puissent s'asseoir et discuter, c'est une autre chose. Alors, ça dit que si je vous ai bien compris, ceux qui disent cela ont mis les charrues avant les bœufs. Avant les bœufs. Donc, attendons que le dialogue, qu'on pose les éléments du dialogue, n'est-ce pas? Le fond on entend, parce que ça c'est encore la forme. Maintenant, au fond, qu'est-ce qui en ressort du fond? C'est-à-dire, est-ce que on va aller aux élections d'ici peu? Est-ce qu'il y a une date, n'est-ce pas, pour aller aux élections qui va sortir de ce dialogue? Qui seront les candidats? Vous voyez un peu? Est-ce qu'on va permettre que ces anciens leaders de groupes rebelles puissent être candidats? Parce que quand il y a une condamnation qui pèse déjà sur vous, est-ce que ces condamnations-là seront levées? Vous voyez un peu. Mais de manière symbolique déjà, on peut déjà comprendre que il y a déjà eu des ententes. Parce que les ententes de Doha, justement, ont déjà permis à des condamnés par coutumace de revenir au pays. Ça veut dire qu'il y a déjà quand même un épée de Damoclès qui est enlevé sur leur tête. Et quoi de plus normal que si monsieur le président de la transition, le général Mahamat Idriss, veut être candidat à l'élection présidentielle, quoi de mal? Est-ce qu'il n'est pas tchadien? Est-ce qu'il ne remplit pas les conditions? Alors, s'il remplit les conditions d'être candidat à cette élection présidentielle, qu'il soit candidat et s'il peut gagner, tant mieux. Très bien. Alors, Jonathan Batengene, certainement quelque chose à rajouter d'abord. Oui, c'est une bonne initiative. Le dialogue, c'est une bonne initiative, mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas, les conditions n'étaient pas réunies pour un véritable dialogue. Le président Mahamat a essayé de créer ces conditions, mais il n'avait pas tous les ressorts pour... Quand vous dites qu'il a essayé de créer ces conditions, ça dit que vous reconnaissez quand même sa bonne foi dans la démarche. Oui, il y a eu de la bonne foi manifeste. Il s'est engagé auprès de partenaires. Même si les partenaires en question, nous avons toujours remis en question d'abord leur crédibilité du point de vue international, mais aussi du point de vue de leur rapport avec l'Afrique. Quand vous vous engagez à discuter avec le FACT qui est actionné par le Qatar, qui est actionné aussi en dernier ressort par la France, parce que la France héberge les leaders du FACT, vous posez bien des questions. Quand vous regardez que vous discutez avec Succès Masra, qui répond beaucoup plus de la France que d'autres partenaires, vous posez bien des questions. C'est tous ces facteurs qui amènent quand même à comprendre que, nous le répétons encore, les conditions d'un dialogue n'étaient pas réunies. Le président Mahamat, alors pour vous, quelles auraient été ces conditions? S'il n'y avait pas eu cette volonté d'un dialogue à tous les prix, il aurait pu réaliser un dialogue de haute facture. Ce dialogue de haute facture se serait fait dans les conditions où le FACT est défait, tel que ça s'est passé militairement. Alors, ça veut dire que pour vous, défait. Vous auriez souhaité que le Tchad, ou en tout cas les autorités tchadiennes, continuent dans la guerre, maintiennent. Non, quand vous dites la guerre... Oui, mais quand vous dites militairement, il fallait que le FACT soit détruit, je crois que, à moins que je n'interprète mal ce que vous dites. Défait. Je mesure les mots. Bachir, quand vous prenez l'histoire militaire, vous allez voir que chaque fois, prenons l'histoire militaire récente, la Côte d'Ivoire qui va négocier avec les forces rebelles, les forces nouvelles. Cette Côte d'Ivoire n'a pas défait ces rebelles. Qu'est-ce qui se passe? Les forces nouvelles ont l'avantage parce que les négociations, c'est exactement le même schéma. La négociation a lieu en France, les accords de Linas Marcossi, les accords de Linas Marcossi qui vont défavoriser le gouvernement en place et au fur et à mesure, on va inverser le rapport de force jusqu'à ce que les forces nouvelles deviennent la puissance. Jonathan, juste un moment. La France et M. Addo étaient décidés de détruire le pouvoir d'Abidjan. Alors qu'actuellement, au Tchad, vous voyez un peu, il y a une force rebelle qui a tenté
de déstabiliser le Tchad qui n'a pas réussi. Ils ont réussi à abattre le président, n'est-ce pas? C'est-à-dire le président Idriss Déby Itno, n'est-ce pas, qui est décédé dans ces combats-là, mais les facteurs se sont rétractés. Ils n'ont plus fait des incursions, ils n'ont plus fait de véritablement une grande avancée. Le FACT ne s'est pas rétracté. Quand je parle de rétracter, ça veut dire qu'ils n'ont plus cette puissance de feu qu'ils avaient au départ. C'est exactement ce que nous disons qui s'est produit. La contre-offensive qui a été poursuivie par l'armée tchadienne a permis de repousser, parce que, souvenez-vous, la contre-offensive a duré encore 2 semaines. Elle a permis de repousser les forces du FACT au niveau de la région du Kanem, qui est frontalière avec le Niger. C'est cette contre-offensive qui a permis de donner une bouffée d'oxygène à l'armée tchadienne. Ce n'est jamais le FACT qui est rentré. Cette contre-offensive militaire et cette pression militaire auraient dû être maintenues. D'abord, on n'aurait pas donné de flanc. C'est exactement la posture qu'avait le président Idriss Déby Itno, parce qu'il avait compris qu'en matière de guerre, on ne va pas aux négociations quand on n'a pas l'avantage du terrain. Et dans la posture où le président Mahamat a décidé de négocier, il n'avait pas l'avantage du terrain. Déjà, vous voyez qu'on lui a imposé un terrain. Il va à Doha. Comment vous pouvez négocier avec votre adversaire dans sa maison? Il peut même fermer la porte et décider de vous couper la tête. Donc, il était dos au mur. Il a accepté les négociations à tout prix. Quand vous dites on a imposé, je voudrais bien comprendre, c'est qui le on? Oui. Parce que la condition était de faire de négocier, en tout cas de dialoguer, d'échanger, ce pré-dialogue donc en terrain neutre, en territoire neutre. Oui, mais sauf que le Doha n'est pas neutre. Le président Idriss Déby Itno, de son vivant, nous a dit, le maréchal nous a dit que ceux qui actionnent les forces rebelles au Tchad, c'est le Qatar et les Émirats arabes. Il a dit clairement. Donc quand il les a accusés, il n'était pas, je ne pense pas qu'il était sous l'emprise d'une drogue particulière. Surtout que le président, le maréchal ne prenait pas ce genre de choses. Donc, s'il l'a dit, au moins c'est quelqu'un de crédible. Nous devons prendre ces propos tels qu'ils sont. Et ces propos sont importants pour notre analyse. Le jeune président a voulu il faut le reconnaître, il a péché aussi par un zeste, disons, on ne va pas dire naïveté, mais peut-être il n'avait pas l'expérience de la gestion à ce niveau-là. Et il a accepté certaines conditions. D'abord, il voulait se faire accepter par la France. C'était le premier péché qu'il a commis. A essayer de se faire accepter par la France, alors qu'il est l'héritier d'un président qui ne voulait même plus de la France. Deuxième élément, il voulait se faire accepter par la communauté internationale. Du coup, il a essayé d'aller discuter avec les éléments au Qatar. Deuxième condition, il se retrouve en difficulté. Alors, il veut parler d'un dialogue. Et les autres, vous allez voir que c'est un dialogue de sourds. Les autres parlent de « il faut que tu quittes au pouvoir et tu nous garantis que c'est nous qui prenons le pouvoir ». Hein? Parce que la question, elle est là. Le FACT n'est pas en train de dire... Non, le FACT, tout ce que le FACT, c'est un dialogue de sourds. Ouais. Pour le FACT, comme pour les transformateurs, les démocrates, le dialogue vise simplement à réunir la classe politique et la société civile pour légitimer le pouvoir de Idriss Déby Mahamat. Et ils se disent que quand Mahamat va légitimer ce pouvoir, il va rempiler à partir d'un nouveau mandat qui sera cette fois-là un mandat non plus de transition, mais un mandat normal. Donc, pour eux, il est important, et ils ne le disent pas parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. C'est des mécanismes de pression qui sont activés de l'extérieur. Pour eux, pour que ce dernier n'ait jamais cette légitimité qui est importante, il faut lui faire ce chantage. Et comme lui n'avait pas compris que c'était du chantage depuis le début, il est allé suivre ces gens dans cette voie du chantage. Maintenant, il est pris par un piège. C'est qu'il a déjà joué le jeu. Comment est-ce qu'il va faire volte-face? Comment est-ce qu'il va revenir sur de nouvelles bases et dire non, nous allons construire? Avec tous les militaires qui étaient déjà engagés sur les fronts avec lui, avec son père, et qui avaient déjà réalisé d'importants chantiers. Il a remis toutes les pendules à zéro, il faut se le dire. Le travail du président et du maréchal Idriss Déby Itno est aujourd'hui remis à zéro avec les efforts de son fils pour aller vers une transition, vers un dialogue à tous les prix. Il n'aurait jamais dû
accepter ce dialogue à tous les prix. Il aurait dû rester dans les bottes de son père et suivre la voie qui lui était tracée. Maintenant, ce sera difficile parce que les moyens de pression autour de lui sont déjà importants et les acteurs ont eu beaucoup de concessions. Nous ne pensons pas que ces acteurs internationaux vont s'arrêter à mi-chemin. André Fanga, je vous vois pas très d'accord avec certains points de l'analyse de Jonathan. Je ne suis même pas très d'accord parce que c'est simple à comprendre. Vous héritez d'un pouvoir dont vous ne... En fait, c'est une patate chaude entre les mains. Vous ne savez pas sur quel bras le maintenir, n'est-ce pas? Quand quelque chose, vous le balancez entre toutes les mains. Oui. Alors, ce qu'il réussit à faire, le jeune général, c'est qu'aujourd'hui, il réussit quand même à mettre sur la table de négociation des gens qui étaient hors du pays depuis longtemps. Oui. Ça, c'est un événement politique il ne faut jamais négliger. Ce qui n'a pas été fait par son défunt père. Oui. D'ailleurs, les deux plus grands rebelles que nous connaissons de l'époque de son père, qui ont été condamnés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons vu le reportage. Ils sont rentrés au pays pour participer à ce dialogue. C'est un événement extrêmement important à ne pas négliger. Oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous, même à tâtons, on finit toujours par trouver le chemin. Et je crois que c'est ce que le jeune président de transition est en train de faire. À tâtons, il finit par trouver le chemin. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'était pas dans la légitimité. Parce qu'on sort de l'assassinat du président. Oui. Constitutionnellement, ce n'est pas lui qui prend le pouvoir après le président. C'est le président de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, ne pas être prêt à ça. Exactement. Donc, vous voyez que le Tchad est dans une situation de choc. Ouais. Mais il faut même louer le courage de ce jeune. Je dis bien, il faut louer son courage. Face à des généraux plus capés que lui, face à des personnalités politiques plus capées que lui, face à des gens... Parce que s'il n'y avait personne qui prenait les devants du Tchad, le Tchad allait imploser. Oui. Donc, il faut véritablement louer le courage de ce jeune qui a eu le courage de prendre les rênes de la République. Quand il a pris les rênes, et il permet maintenant que, ok, essayons de stabiliser le pays. Oui. Essayons de voir comment les choses vont avancer. Oui. Et je pense que de manière petit à petit, on ne lui donnait pas 6 mois. On ne lui donnait pas 6 mois. Oui. On ne lui donnait pas 1 an. Tout à fait. Avec ce qui se passait au Tchad, en tout cas, personne n'aurait parié véritablement. Personne n'aurait parié, exactement. Oui. Donc, il faut avouer que militairement, il a réussi. Et maintenant, politiquement aussi, il est en train de réussir parce qu'il vient d'enfiler le gant politique. C'est-à-dire dialoguer. Mais vous imaginez la présence seulement de ces hommes-là, c'est-à-dire de ces anciens rebelles-là, à côté de lui, ce que ça peut causer. Mais vous voyez que l'enfant a pris du volume, il sait de quoi il parle, il sait où il va. Peu importe les pressions, parce que ne voyez pas seulement les pressions étrangères. Il y a les pressions internes, il y a les pressions sous-régionales, n'est-ce pas? Et quand il réussit à manager cela jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il puisse obtenir un dialogue où des gens vont s'asseoir, et peu importe, parce qu'on commence déjà... On suppute déjà sur ce qui va se dire au dialogue, ce qu'on va mettre dans le contenu. Sachez que même la France avait été mal. Et il fallait tout faire pour essayer de avoir encore son mot à dire au Tchad. Et ça, il faut le manager. Vous comprenez un peu? Surtout pour quelqu'un qui n'est pas encore véritablement légitime avec son pouvoir. Aujourd'hui, je pense que le dialogue va être un instrument extrêmement important pour le président Mahamat Idriss de véritablement s'implanter définitivement dans la politique tchadienne. Jonathan, qu'on ne vous montre pas. Quand quelqu'un arrive à ce niveau de responsabilité, il a toujours le pour et le contre. Même s'il y a des pressions, que ce soit du Qatar, que ce soit de la France, que ce soit des rebelles, que ce soit des hommes politiques, il a toujours une carte à jouer. Et finalement, il a 1000 cartes. Ce qui est sûr, une de ces cartes va passer pour qu'il puisse véritablement asseoir sa politique. Parce que, au vu de sa posture que je vois aujourd'hui,
ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à lâcher le pouvoir. Ça, c'est mon idée, c'est ma pensée. Oui. Et je suis sûr qu'il peut être plus efficace, même que son père, dans le jeu politique. Parce qu'au vu de ce qu'il est déjà en train de réussir, 30 groupes rebelles, près de 30 groupes rebelles, qui vont participer au dialogue, c'est pas donné, hein, par rapport à un État comme le Tchad. Si Succès Marin, Les le FARC, FARC, oui. et les, voilà, c'est pas eux qui font le Tchad. Vous comprenez un peu? Alors, si le pouvoir, c'est-à-dire Mahamat Idriss et ces groupes rebelles-là se mettent ensemble et font des concessions, je suis sûr que les FARC et tout le reste là seront mis hors d'état de nuit. On y reviendra, messieurs. Donnons la parole à quelques-uns de nos téléspectateurs. Jean Sakponou nous appelle des États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Jean. Merci. Bonsoir, For You Media. Bonsoir, techniciens. Bonsoir à vos invités, Jonathan et puis André, Christelle, Fanga. Bonsoir à vous tous. Bachir, le problème du Tchad est compliqué. C'est profond. La fois passée, ou bien chaque fois quand j'appelle, je parle des généraux tchadiens. Le Tchad vient de très loin. Et nous devions savoir ce que le Tchad faisait, avec qui, et où est-ce que nous sommes aujourd'hui en passant par le père de Mahamat. Donc, c'est vraiment tout un mélange de désordre créé. Pourquoi? C'est juste pour soumettre cette région et aussi la Libye et toute la région. Ça fait partie du jeu de Sahel que la France et ses alliés ont mis sur la table. Parce que pour eux, il faut créer des désordres, il faut dominer les Africains avec la force brute et la force spirituelle démoniaque. Le changement de Idriss, ça les a surpris et ils ont juré le mater et ils l'ont fait, les Français. C'est comme ça que vous vous souvenez de l'interview qu'il avait accordé à RFI, ce qu'il avait dit. La France, ou bien l'ennemi, le faux, le mal n'aime pas être apparu. Quand la lumière est sur ça, ils sont gênés. Alors, ils cherchaient des moyens pour éliminer Idriss et ils l'ont fait. Dans leur spiritualité maçonnique, c'est que ça le jeu. Ils s'en foutent, hein? Ils s'en fichent. Alors, les généraux tchadiens, qui sont aussi enroulés, ils savent très bien, mais il y a des gens qui jouaient double jeu, ils n'étaient pas tellement avec Idriss, et ils jouaient double jeu, parce que la France leur promet la nationalité française. Leurs enfants vont fréquenter à Paris. Ils auront des biens à Paris. C'est bien là qu'après la France même déclare bien mal acquis. Jusqu'aujourd'hui. Voyez ce double langage et ce double péché que la France commet sur les pays africains. Ça fait que la France aujourd'hui, plutôt le Tchad aujourd'hui, est dans une situation très compliquée. Ces rebelles sont fabriqués par la France. Ces groupes-là sont fabriqués par la France. Il n'y a aucun groupe qui est hors de la main de la France. Avec sur le territoire. Vous vous souvenez de ce que Jean-Luc et Le Drian avaient dit. La France, nous avons un accord avec Tchad. Il nous a demandé, au moment où les Français l'accusaient de choses là, de soutenir le dictateur tchadien pour tuer les... Parce qu'à ce moment-là, ils plaident pour les Africains. Alors qu'ils sont méchants. C'est eux-mêmes qui font tout pour tuer les Africains. Alors, ça a fait qu'effectivement, le Sénat français avait critiqué Le Drian en ce moment. Et voilà, parce que Hélène ne savait pas qu'il voulait tuer. Ouais, c'est ce qu'on fait. Il a dit qu'on offre de l'eau à l'animal et après on l'égorge. C'est comme ça. Et c'est ce même groupe terroriste qui sont venus, soi-disant, qui ont tué Idriss, alors que c'est la France. C'est des jeux démoniaques qu'ils font. Mais aujourd'hui, la lumière doit apparaître sur tous les jeux. C'est pourquoi j'interpelle toujours les généraux tchadiens. Cessez de croire aux mensonges de la France. L'heure est venue, même si vous ne vous désengagez pas de la France, ça va s'imposer à vous. Parce que le peuple africain a trop souffert de la manipulation démoniaque de la France. L'injustice doit cesser pour que la paix règne. La paix, c'est le nom de Dieu. La paix, c'est le nom de Dieu. Alors, nous sommes en guerre aujourd'hui.
Ces groupes rebelles doivent savoir qu'ils ne sont plus dans l'ancien temps, dans l'ancien emploi du temps. Ils doivent se désengager complètement de la France et dire non à la France, chasser la France du Tchad. Sinon, quel que soit ce qu'ils veulent entamer comme dialogue, c'est qu'on sort Bachir, ce serait toujours, c'est-à-dire ce serait difficile pour eux. Mais la bataille n'est pas perdue, nous sommes en guerre et avançons au large, Dieu avec nous. Merci. Pour votre contribution. Eh bien, le standard, il reste ouvert. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de nous joindre. Allô, bonsoir. Allô? D'accord, Madame Cissé qui essaye de nous contacter. Madame Cissé, le standard reste ouvert de toutes les façons. Nous sommes là pour vous. C'est votre émission, vous le savez. Eh bien, je reviens à Jonathan Batengene, le temps que Dame Cissé nous revienne. Jonathan Batengene, faut-il regretter l'absence des mouvements politiques? Alors, je retourne au téléphone d'abord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bachir. Merci d'être là, Madame Cissé. Aux deux panélistes, Christelle Fanga et Batengene. Oui. Bonsoir aussi à notre frère Jean. J'aimerais partager aussi l'optimisme de M. Christelle Fanga concernant le Tchad. Vous savez, nous on a expérimenté ça ici. Une rébellion éclate. On demande au pouvoir en place de faire le dialogue et de prendre le dialogue. On fait rentrer tous les opposants, on fait rentrer tous les groupes rebelles pour discuter. Le président Laurent Gbagbo l'a fait ici. Mais ça n'a pas empêché de faire une rébellion et ça n'a pas empêché de le chasser du pouvoir. Vous savez, le fils d'Ebi, l'heureux, c'est qu'il est compromis avec la France. C'est l'heureux, ça. Vous savez aussi qu'avec la France, il ne peut pas avoir, ça ne débouchera sur rien. Soit, il devient un homme libre, il devient un serviteur absolu de la France. Voilà, en échange, on lui garantit la paix et la souveraineté sur tout son territoire. Ou alors, s'il montre un peu de velléité d'indépendance, je crois que les rebelles, là, les mêmes rebelles là, vont revenir encore à la charge. Est-ce ainsi qu'on doit toujours continuer de régler les conflits en Afrique? Des gens se lèvent, ils attaquent un État, on ne sait pas, on sait au moins par qui ils sont financés. Là, on sait que c'est le Qatar qui les finance. Et en même temps, on sait que c'est la France aussi qui est la branche armée aussi de ces rébellions-là. On leur demande de rentrer en dialogue. Quel dialogue on va faire avec des gens qui veulent aussi le pouvoir? Ça ne débouchera sur rien. Excusez-moi, ça ne va pas déboucher sur quelque chose. Les gens, ils viennent là parce que pour eux, le pouvoir, ils savent qu'ils ne vont jamais venir au pouvoir. Donc, c'est seulement par la voie des armes qu'ils vont prendre le pouvoir. Après ça, les résultats du dialogue, on va constituer un gouvernement d'ouverture, un gouvernement je ne sais pas, avec tous les rebelles y compris. Vous pensez que, et quand on le fait, on a fait en Côte d'Ivoire, chacun obéit à sa chapelle politique et ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Pourquoi en Afrique, c'est comme ça, on doit régler les conflits? Alors qu'ailleurs, on a dit que, franchement, ce genre de personnes, on ne discute pas avec elles. Il faut qu'on arrête. D'accord, je crois que la ligne s'est coupée vers la fin des propos de Madame Cissé. Elle pourra revenir quand elle le veut. Il n'y a pas de problème, Madame Cissé. C'est votre émission. Jonathan Batengene, faut-il regretter l'absence des partis comme les transformateurs, des mouvements comme la coalition Ouattit-Tama, qui, on le sait, à un moment donné, ils ont quand même battu le pavé, ils ont fait trembler le pays, si on le veut bien. Aujourd'hui, leur absence dans ce processus de dialogue. Vous savez, et c'est sur le plan géopolitique qu'on assiste aussi à deux choses. La France a son agenda, le Qatar a son agenda. Chaque pays sait ce qu'il veut comme intérêt. Le Qatar a décidé d'agir avec le FACT. La France a décidé à la fois de jouer sur la carte une partie du FACT qui lui a fait allégeance et une partie de la classe politique, démocrates, les transformateurs, tout ça. Plusieurs partis qui vont même participer à ce dialogue. Oui. C'est dire quoi? Ils essaient de montrer à M. Mahamat
que nous ne sommes plus sur le terrain des opérations militaires, nous sommes maintenant en politique. Nous pouvons actionner les leviers à tous les niveaux, que ce soit militaire ou bien simplement politique. Les transformateurs ne participent pas. Paris, pour eux, c'est un choix délibéré. Garder la pression sur M. Mahamat. Vous savez que les transformateurs ont très vite été actionnés dès qu'il a pris le pouvoir. C'était le mouvement avec Wakitama qui a battu le pavé à N'Djamena, a amené M. Mahamat à quand même un peu se ressaisir. Parce que quand il est arrivé et qu'il a fait 2 semaines où il a livré une bataille âpre, après avoir enterré son père, il est reparti au front, lancé une bataille âpre contre le FAC. De retour, qu'est-ce qu'il a accueilli? Ce n'était pas une population en joie. C'était un mouvement social bien structuré par ces deux forces-là. Et qui avait quoi comme credo? Ils ne veulent pas d'une succession dynastique. Voilà le principe qu'ils utilisaient. Le slogan va être repris plus tard. Leur non-participation prépare déjà le genre de manifestation qui sera organisée. Ils vont dénoncer le type de gouvernement. Et vous allez voir une chose, les médias français vont continuer à jouer dans le même registre. On va prendre un exemple. Le Mali sous les IBK avec les opposants factices qui étaient contrôlés par la France. C'était des opposants qui se présentaient comme démocrates. Ils étaient comme des démocrates. Il y avait une opposition qui était opposée à M. IBK. Ouais. Et il y avait IBK. IBK avait ses proximités avec des hommes comme Hollande. Parce que lui aussi, il était proche du Grand Orient de France. Et il y avait aussi ceux qui, comme les Cissé, Ousmane Cissé, qui étaient proches des autres, des grands hommes politiques au niveau de la France, comme les Sarkozy. Et ces grandes formations politiques qui avaient pignon au Mali embrouillaient l'opinion. On appelait ça la démocratie. Hier, on parlait du Sénégal. C'est un peu le cas au Sénégal. Vous avez des ramifications de l'opposition avec d'autres organisations à l'extérieur. Et vous avez le parti au pouvoir qui lui-même est lié à d'autres organisations extérieures. C'est une démocratie domestiquée par l'Occident. Oui. Voilà ce que l'Occident veut construire au niveau du Tchad. Et c'est pourquoi le jeu a été embrouillé au niveau du président Mahamat. Parce que lui n'avait pas cette lecture à 360 degrés des enjeux géopolitiques sur son pays. C'est qu'on veut mettre le Tchad dans un engrenage où, quel que soit lambda, comme on disait souvent en mathématiques, quel que soit lambda, l'angle d'approche sera toujours d'abord un angle pro-France africain ou bien en faveur de l'Occident. Et cette domestication par l'Occident de la classe politique tchadienne passait aussi par l'organisation de ce genre de simulacre. Le Tchad aurait pu s'inspirer du cas camerounais, par exemple. Les Camerounais ne sont pas allés négocier à l'étranger. Pourtant, il y avait la Suisse qui se revendique être le pays le plus neutre, qui disait au Cameroun, venez négocier ici. Madame Cissé, tout à l'heure, elle a expliqué quelque chose. Elle a pris les accords de Linas Marcoussi, qui ne s'en souvient pas. Après Linas Marcoussi, quoi qu'ils étaient allés après, c'est quoi, Evian. Il y avait une autre ville là. Ils sont allés, il y avait 1, 2, 3. Ils sont allés plusieurs fois en France. Comment vous pouvez négocier avec des terroristes, avec des rebelles, et vous allez négocier chez leur patron? C'est quand même absurde. Le Tchad n'aurait pas dû accepter négocier à Doha. C'est un premier élément. Maintenant, les mouvements qui disent qu'ils ne participent pas, regardez bien, c'est les cadors. Vous allez prendre M. Néné Émir Toa. Oui, c'est une personnalité. Quand on regarde, c'est un ancien rebelle, mais son âge d'or, c'est 2006. Quand il était au FUC. C'était en 2006. Depuis 2006, il est devenu un homme. Il est allé, comme on dit, excusez, mais aujourd'hui c'est un homme du garage. Il n'est plus aussi pertinent que ça. Les vrais patrons de la rébellion actuellement, c'est le FAC, qui est une coalition. Il faut regarder derrière le FAC, c'est une coalition aussi. Si on peut dire que le dialogue national va laisser intervenir 30 mouvements politiques et rebelles, le FAC est une coalition de mouvements, de formations politiques. Près de, je crois, 5 formations politiques qui ont constitué le FAC.
Alors, comment est-ce que le FAC, vous allez le considérer? Cette coalition-là, elle a une pertinence, elle a les armes. Les combattants sont actuellement au Niger. On ne sait pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils sont en train d'être renforcés. L'OTAN a ramené ses bases au Niger. Donc, peut-être que même en matériel, le FAC sera maintenant équipé du dernier matériel venu d'Ukraine. Ce FAC-là, quand il va revenir, vous croyez que ce sera la même chose? Le Tchad n'est pas à son premier accord de paix. C'est encore ça. Il n'y a aucune innovation. Nous n'allons pas dire que le président Mahamat n'a pas commis quelque chose. Il est en train de commettre quelque chose. Mais si pour lui un accord de paix, c'est quelque chose de grand, le Tchad n'est même pas à son 10e accord de paix. Le Tchad en a connu plus de 10. Et donc, c'est un accord de paix de plus dans la kyrielle des accords qui ont été signés par le passé. Tous ont été sabordés par la suite par les mêmes signataires. Et parfois même par les non-signataires. Donc, la garantie que les gens vont tenir leur parole au terme de ce dialogue, elle-même n'est pas donnée. Le président... Mais cher Jonathan, c'est pas parce qu'il n'y a pas de garantie à ce qu'on va tenir la parole qu'il ne faut pas s'asseoir et en discuter. Non, il y a quelque chose, Bachir, c'est la politique. Elle ne peut pas, nous ne pouvons pas analyser... Il aurait dû. Et le président Idriss Déby avait compris le Tchad. Il n'est pas mort pour rien. Les Occidentaux ne s'asseyent pas pour décider de la mort d'un homme sur la base de que c'est simplement un homme qui dérange. C'est parce qu'il avait compris le plan, il a décidé de foncer et de le détruire là où ça faisait, là où il était niché. Il a compris une chose. Le FAC n'est pas nouveau. Il aurait pu négocier avec le FAC. Il a compris que ce FAC, il faut d'abord que je le détruise. C'était ça la première solution. Mais il fallait essayé de négocier. Pardon? C'est pas faute d'avoir essayé de dialoguer avec eux. Par le passé, Idriss Déby, si vous comptez les accords de paix, Idriss Déby en a signé au moins 10. Plusieurs de toutes les avec les rebelles. Plusieurs. Chaque fois qu'il terminait avec une rébellion, il les appelait au dialogue. Et il disait... Comme il voulait, il était de bonne foi, parce que ça doit être un homme, c'était un homme vraiment qui devait avoir une moralité élevée. Il permettait même d'amnistier les rebelles qui avaient tué ses combattants. Il disait non, désormais vous entrez. D'ailleurs, le chef des renseignements, pendant qu'il quittait le pouvoir, pendant qu'il mourait, était un ancien rebelle. Donc le président Idriss Déby a essayé ces formules. Il s'est rendu compte que, mais attends, tous les conseillers, d'ailleurs il nous a dit qui étaient ses vrais conseillers, quand il fallait modifier la constitution. Il a dit c'est les Français qui sont venus me dire, mais il faut faire une nouvelle, et c'était sur la chaîne, c'est une chaîne nationale française, France 24, pour ne pas lui faire la publicité. Donc, le président Idriss Déby a été pris à ces sauces-là. Il a dit, je n'y mange plus. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il avait décidé d'en finir avec la rébellion du FAC. La dernière rébellion qui a mis la mèche à l'oreille du président Idriss Déby, c'est la dernière rébellion de 2008-2009. Cette rébellion-là est arrivée jusqu'aux portes de la présidence. Et lorsqu'il est allé toucher le fonds de souveraineté du Tchad, qui était de 300 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui lui a été dit? C'était la France, le premier pays à lui rappeler qu'il n'a pas le droit de toucher à cet argent. Et ils ont fait pression avec le FMI. Il a fallu un bras de fer avec le soutien des pays de la CEMAC pour que le Tchad réussisse à accéder à ces fonds. C'est un élément important dont le président Mahamat aurait dû se servir. Aller discuter avec des rebelles quand on n'a pas la possibilité de les contraindre. Avec des hommes politiques qui peuvent être actionnés. Vous avez un homme comme Succès Masra, vous n'avez pas le contrôle de cet homme. Vous allez discuter avec lui, il peut vous faire du chantage. Le Tchad actuel est trop fragile pour prétendre obtenir un accord de paix solide. Un gouvernement qui n'a pas le contrôle sur l'ensemble des acteurs qui discutent, avec lesquels il ouvre son dialogue, ce gouvernement-là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ils sont en train de se tromper. Au Tchad, ils devraient revoir les bases sur lesquelles ils veulent réaliser leur dialogue. Les bases actuelles sont pipées et les acteurs extérieurs ont trop de contrôle sur des pesanteurs qui sont par contre hors de leur zone d'atteinte. Très bien. Voilà ce que pense notre cher Jonathan Boateng-Guéné et Fanga, toujours pas totalement d'accord, ça c'est ce que je constate. Mais Fanga, justement, est-ce que l'absence de cette faction ne met pas quand même du bémol à ce dialogue? Non. Prenons encore la Centrafrique. La Centrafrique était mieux émiettée, plus émiettée que le Tchad. On a organisé un dialogue, on a organisé des rencontres, on a organisé, et aujourd'hui, la Centrafrique est devenue quoi? Un pays stable.
Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est à partir... Parce que vous savez, il faut souvent prendre les gens sur leurs propres mots, sur leurs propres paroles. Et ça, moi, je suis un lecteur de la parole de Dieu et de la Bible, donc je sais ce que vaut la parole. Quand des hommes donnent déjà leur parole, ça veut dire que même cette parole-là peut jouer contre eux demain. Donc, aujourd'hui, les facts, on donne trop de pouvoir aux facts. Et on veut faire croire aujourd'hui que non, si Success Mara n'est pas dans une discussion, ça veut dire que le Tchad va sombrer. Mais non! C'est la même chose avec les Bozizé. On a fait croire que non, si Bozizé n'est pas au centre de tout, d'ailleurs même, on a fait même une coalition autour de François Bozizé. On les a bottés hors. Vous voyez un peu? Vous vous imaginez? Ancien président, ancien général d'armée et tout ça, on fait une coalition avec les anciens premiers ministres et tout le reste là, se sont mis derrière Bozizé. Mais est-ce qu'on les a pas bottés hors? La Centrafrique est stable. Pour dire que c'est l'un des premiers éléments pour arriver à avoir une assise politique. C'est le dialogue. Donc, peu importe comment ça se conçoit, c'est un élément extrêmement important parce qu'à partir de là, vous allez avoir des gens, les faiblesses des uns et des autres. Et vous allez savoir comment monter quelque chose de puissant pour contrer maintenant ceux qui sont en face. Parce que ceux qui arrivent là, c'est-à-dire, vous les avez appelés comment? J'ai oublié leur nom. Les deux qui sont arrivés. Wardini, bien sûr, et Nouri. Alors, ceux qui ont connu Nouri, vous savez, ce n'était pas quelqu'un de facile. Si le père Idriss lui-même en a beaucoup souffert pendant sa mandature avec ce monsieur, ça veut dire que ce jeune homme sait les forces des uns et des autres. Il a été renseigné bien par rapport aux forces aux uns des autres, n'est-ce pas? À partir de là, à partir de ce dialogue, on peut dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne une possibilité, parce que vous-même, vous avez dit, Batengene, pendant les accords de paix, le maréchal Idriss Déby lui-même a finalement récupéré certains rebelles qui sont devenus même ses conseillers. D'autres sont devenus des chefs de service de renseignement. Ça veut dire que le dialogue a fini par payer et c'est ça qui a stabilisé la gouvernance du président maréchal Idriss Déby Itno. Général Babaladé, qui finalement s'est retrouvé même à côté de... Exactement. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie. Vous savez, le cas de la Côte d'Ivoire est très différent avec celui du Tchad. Parce que le Tchad, lui, la Côte d'Ivoire, lui, ne connaissait pas de guerre. La Côte d'Ivoire, c'est une rébellion éclatée comme ça. On a dit, ok, on fait les accords de paix. Mais il y avait un objectif clair. Il faut déboulonner, il faut chasser Gbagbo du pouvoir. C'est l'objectif également. Non, ce n'est pas l'objectif au Tchad par rapport à Idriss. Par rapport à Mahamat. Non. Prenez le discours du FACT. Le FACT, vous donnez trop de poids au FACT. Transformateur, prenez le discours des démocrates. Non, je dis, vous donnez trop de pouvoir. Vous donnez trop de pouvoir. C'est comme quelqu'un, un jour, quand on avait enlevé 100 gendarmes de l'armée, je crois, on les avait exclus en formation, les élèves gendarmes, on les avait exclus. J'ai rencontré un général formateur, un colonel formateur du Cameroun. Récemment? Non, pas ceux de maintenant. Avant cela, il y avait 102 gendarmes qu'on avait enlevés. Et j'ai rencontré le formateur et je lui pose la question, mais est-ce que ça ne va pas devenir des grands bandits de grand chemin? Il dit, mais s'ils deviennent des grands bandits de grand chemin, ils trouveront en face leurs camarades. Quand c'est quelqu'un qui les a formés, qui dit, ils trouveront en face leurs camarades, s'ils deviennent des bandits de grand chemin, ces élèves gendarmes qu'on a renvoyés, ils trouveront en face du répondant. Ça veut dire quoi? J'essaie de dire quoi? J'essaie de dire que même si le FACT se réorganise, ils trouveront un État qui sait aussi réorganiser pour faire face. Vous voyez un peu? Pour dire que ça soit une coalition de 5, je crois, groupes rebelles ou bien de partis politiques qui forment le FACT, plus Success Maras, plus les réformateurs que vous dites, ils se mettent ensemble, ils trouveront 30 autres. Plus le gouvernement, l'État du Tchad, qui se seront mis ensemble, qui auront décidé de comment le pays va fonctionner. Et vous imaginez que si 30 factions de rebelles, plus le gouvernement, se mettent ensemble pour mettre hors d'état de nuire, c'est 7 ou 8. L'État aura le dessus. Pour dire que ça ne veut pas dire que le dialogue siffle la fin de la guerre.
C'est ce que les gens oublient. Le dialogue ne veut pas dire fin de la guerre ou bien fin des tentatives de rébellion ou bien de renversement de l'ordre qui est établi actuellement en N'Djamena. Non. L'objectif est simple, c'est que nous nous asseyons, nous discutons des problèmes tchadiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'avenir? Quels sont ce qu'on peut se partager? Parce qu'en fait, c'est une réunion de partage, n'est-ce pas? Vous êtes des rebelles. Vous étiez des rebelles hier, aujourd'hui vous revenez à la vie civile, soi-disant. Maintenant, on vous donne telle possibilité, ou bien d'avoir des ministres, ou bien d'avoir de ceci, ou bien d'avoir de cela, ou bien de dire que, ok, si on va aux élections, n'est-ce pas? Moi, je vais aux élections, n'est-ce pas? Vous m'accompagnez dans ces élections-là, et on voit comment on se partage le pouvoir, pour que chacun puisse tirer, mais pourvu que le Tchad soit en paix. Et c'est ça mon plus grand objectif, que le Tchad soit en paix. Qu'on ne soit pas en train de toujours dire que mes réunions de rébellion, telle rébellion a éclaté à gauche, telle rébellion a éclaté à droite. Donc, véritablement, je tire un coup de chapeau au général, le président de la transition, Mohamed Idriss, parce que c'est extrêmement courageux. Je dis bien extrêmement courageux. Et ça, il faut déjà s'en féliciter qu'un jeune de notre acabit, prendre un pays comme celui-là, où des rebelles, le Tchad a une culture de guerre extrêmement importante. Et qu'aujourd'hui, un jeune de cet acabit-là, face aux anciens, aux plus capés, n'est-ce pas, que lui, réussisse à stabiliser déjà le pays, déjà à ce niveau, et à arriver à un dialogue comme celui-là, véritablement, il faut s'en féliciter. Oh, merci à vous, André-Christelle Fanga. Alors, je voudrais qu'on aille rapidement au téléphone retrouver Peter Brown. C'est vrai qu'il était annoncé depuis plusieurs minutes. On s'est plongé, en tout cas, à écouter nos deux consultants. Peter Brown, bonsoir, cher ami. Bonsoir, M. Bachir. Merci beaucoup, Call Center. Je salue vos invités, M. Batengene et puis M. André-Christelle Fanga. Je vais donner vite fait mon point de vue. Vous savez, les choses sont en train d'être accélérées. L'Union européenne a décidé de venir en, comment on dit ça en français là, offensive, voilà. Venir offensive en Afrique, précisément côté Mozambique. Et puis au niveau de l'Afrique centrale, comme j'avais dit il y a quelques semaines, il faut empêcher une consolidation de l'Afrique centrale. Donc le Tchad est pris en otage, comme le Mali avait été pris en otage et aujourd'hui c'est libéré. Maintenant c'est le Burkina Faso qui a pris le relève et puis le Niger. Pour revenir au subject, je vais dire ceci, hein, ils ont fait une programmation pour que le mois de fin novembre, début décembre, on sorte le président tchadien. Ça c'est un plan qui a été détaillé. Je peux le dire, je n'ai pas peur de le dire sur les antennes, comme je l'avais dit pour le président Idriss Déby. Et malheureusement, on ne m'a pas écouté. Mais je crois que les gens de la CEMAC sont très avertis et ils vont faire en sorte que ça va avorter parce que Paris sait maintenant que Mahamat a décidé de marcher sur le chemin de l'IDEAC qui ne arrange pas. Donc, ils ont trouvé un rebelle où ils vont venir dans l'offensive très très forte. Ça, c'est prévu entre octobre et novembre. Donc, pour revenir sur le thème du sujet aujourd'hui, ce dialogue que vous voyez là, c'est en fait la goutte d'eau qui va déborder le vase parce que M. Déby, fils, va prendre une grande résolution de réconciliation nationale. Et ça n'arrange pas comment on dit ça, l'impérialiste. C'est un peu le même schéma qu'on avait vécu à l'époque en Indochine, quand la France ne voulait pas absolument lâcher Laos, Cambodge et Vietnam, et a été pris de court et a été chassée. Et je pense que l'offensive qu'ils vont mener vont tomber à l'eau, parce que on va pas dire trop de choses sur les antennes, mais je sais que le renseignement tchadien est déjà au courant, et c'est peine perdue pour l'ennemi commun. M. Déby a convoqué cette réconciliation nationale pour essayer de faire asseoir tout le monde, y compris ceux-mêmes qui sont financés par l'étranger, par le Qatar,
avec l'appui de Soudan, avec l'appui de Ouganda, tout ça, pour maintenir le chaos au Tchad. Le père Déby avait essayé d'aller en avant, mais comme ils ont vu qu'il était en train de bouleverser le plan, ils l'ont mis à exécution. Et le fils est en train, de façon très diplomatique, de prendre la relève. Eux aussi veulent le mettre à exécution. Que doivent faire les Tchadiens? On n'est pas aujourd'hui au stade où on va accuser le fils, comme on dit, de héritage de pouvoir de père en fils. Mais il faut sauver le Tchad. Il faut sauver le soldat tchadien. Et pour le sauver, il faut que toute la zone CEMAC soit unie derrière ce monsieur pour le soutenir dans son programme. Et puis, l'encourager, comme le président Paul Biya a fait dans le dialogue national, qui n'a pas fait de débordement, contrairement à ce qu'avaient prévu les médias français qui disaient que c'était un dialogue dessous. Mais en réalité, aujourd'hui, jusque-là, on n'a pas connu de trouble. La preuve, la Coupe d'Afrique des Nations a été organisée dans la joie. Donc, ça veut dire que le problème du Tchad va véritablement décoller à partir de décembre, quand tout va être mis en place et aussi quand on va démasquer ces mercenaires qu'ils ont envoyés depuis Faya Lajo. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup for your media. Bye. Peter Brown pour la contribution. On va prendre le dernier appelant de cette édition. C'est Abou qui nous appelle depuis l'Angleterre. Bonsoir Abou. Monsieur Abou d'Angleterre. For You Media TV. Sans te saluer avec beaucoup de déférence, je suis tellement content de te revoir ce soir. C'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je salue tous tes invités de Marc, les techniciens, le PDG que j'adore et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, Bachi, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, les négociations qui se produisent au Tchad avec les rebelles, le président et les rebelles ne sont pas de bon augure. Vous comprenez? Parce que ce sont des négociations qui sont faites sous la direction de la France. Et la France, elle agit toujours comme ça. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu partout où la France voudrait qu'on négocie avec les rebelles. C'est jamais de bon augure. C'est toujours de la manipulation de telle sorte que ils puissent mettre leur oblige au pouvoir. Et ce qui se produit au Tchad, le seul moment où un Tchadien, à la personne du patriote Idriss Déby, a voulu avoir des velléités souverainistes, il a été abattu. Ça dit que quoi? Ce qui se produit actuellement, c'est sous la direction de la France. Donc, tant que ça ne sera pas une table ronde souveraine, il faut dire que ce n'est pas pour l'intérêt du Tchad. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Actuellement, le jeune Idriss Déby, le jeune Déby, le fils de Déby au pouvoir, il est qu'un pion de la France. Il faut qu'on le dise. Si il était disons, quelqu'un qui avait les mains libres, comme Assimi Goïta, alors on pouvait dire que les approches qu'il a actuellement de négociation, de table ronde, sont, disons, dans l'intérêt du Tchad. Mais actuellement, c'est la France qui organise et c'est la France qui va décider du dénouement de ces négociations-là. Et on sait que quand la France décide, c'est jamais dans l'intérêt du pays africain, donc jamais dans l'intérêt de l'Afrique. Ça, il faudrait que, c'est simple comme un théorème, qu'on doit maintenant, plus que jamais, instaurer dans notre logiciel, savoir que tout ce qui est piloté par la France, c'est contre les intérêts de l'Afrique. Tout ce qui est piloté par les Africains, les patriotes, comme Assimi Goïta, c'est dans l'intérêt de l'Afrique. Voilà. Donc, nous, on n'a même pas besoin de passer par Midi 14 ou même par des analyses
aller chercher loin. On connaît, on juge, on analyse seulement par les précédents qui ont eu lieu en Afrique, donc par observation. Donc, et par bilan du rapport de la France, entre la France et les pays africains et les dirigeants africains. Comment la France, quand elle met des rebelles en avant sur une table de négociation avec le dirigeant qui est au pouvoir, comment cela se termine? C'est comme ça que nous déterminons déjà dorénavant l'aboutissement de ce qui est en train de se produire. C'est pas de bon augure, c'est pas dans l'intérêt du Tchad. C'était M. Abou, bon week-end à tous, je vous remercie et bye bye from now. Merci à vous également, bon week-end à vous, très cher Abou d'Angleterre et à tous nos téléspectateurs. D'ailleurs, on leur donne un rendez-vous très important, ce sera dimanche à 20h, c'est-à-dire 19h temps universel pour un entretien exclusif du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui s'est exprimé pour la première fois sur un média international depuis le lancement du Sango Coin. Donc, ce sera ce dimanche sur les antennes de Foyo Média, comme je le disais, à 19h, temps universel, et donc 20h, heure de Bangui. Et donc, mais avant cela, on va se retrouver demain pour l'international. Merci à toutes et à tous et bonne suite des programmes. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision.